Bonjour à toutes et à tous, de nouveau au off du Salon des maires avec aujourd'hui, pour cette deuxième table ronde, nous allons aborder maintenant les questions de management d'équipe avec notamment Christophe Marcoux qui a longtemps été DGS de collectivité locale pendant une quinzaine d'années et aujourd'hui consultant et formateur en gestion de collectivité. Et nous avons avec nous à distance Candice Bretel qui a été cadre territorial pendant 20 ans, directrice des ressources et des finances, RH et achat dans une intercommunalité, et également aujourd'hui coach et consultante. Bonjour Christophe. Bonjour. Bonjour Candice. Bonjour. Alors il y a un léger retour son, il faudrait juste diminuer le son voilà, pour qu'on puisse commencer. Non, bah, tant pis, c'est pas. Candice, est-ce que vous m'entendez? Oui, moi je vous entends très bien. Je vous vois et je vous entends. Candice? Oui, du coup, il faut que tu remettes un peu le son. On a quelques soucis techniques, c'est le direct, c'est normal, ça arrive. Donc, on va aborder justement les questions de management d'équipe avec Christophe et Candice. Alors, justement, la thématique, c'est comment rendre mes réunions, mes temps collectifs plus performants, Christophe? Mais en fait, avec Candice, on a quelques idées à te proposer. On a essayé de creuser la question et puis d'aller un peu plus en profondeur et d'aller au-delà des petites checklists. Tu vas voir, je pense qu'on a quelques billes pour les élus pour être plus performants en réunion. Donc Candice, je te laisse la main, il n'y a pas de souci, et puis on interviendra avec Hamid. D'accord. Alors oui, bonjour à toutes et tous, voilà, et puis voilà, je remercie aussi Lidon là, de me laisser ce temps. Alors on va essayer d'aborder un sujet voilà, qui sont les temps collectifs, comme l'a dit Christophe, et puis la question de la performance. Voilà. Alors pour démarrer, là, je veux bien que voilà. Alors, ma présentation, elle a déjà été faite, donc c'est bon, on va basculer tout de suite sur le… Voilà. Alors, c'est vrai qu'on s'est dit que voilà, on avait un temps réduit et en même temps, on voulait faire quelque chose d'assez pragmatique. Donc, on a démarré par l'idée qui est simple, mais qu'on ne va pas forcément prendre le temps de faire, qui est de se dire qu'on a trois incontournables. Trois questions préalables à se poser. Alors, on parle de réunion, mais ça peut être des temps, enfin, on parle de temps collectif de manière plus générale. Et on s'est dit qu'au démarrage, il y avait trois choses à se poser, trois choses à regarder avant la réunion. Donc, c'est le pourquoi, le sens, finalement. Pourquoi est-ce que j'organise cette réunion? Ça paraît simple, mais on ne le fait pas forcément. Et surtout, la finalité, c'est-à-dire avec quoi je souhaite ressortir de ce temps. En gros, je serai satisfait si voilà, il se passe telle chose ou si j'arrive à telle décision à l'issue de la réunion. Voilà, c'est le premier niveau qu'on propose. Et puis, on propose aussi de ce moment-là de bien vérifier aussi quel type de réunion on souhaite avoir. Ça peut être une réunion uniquement pour partager et pour échanger, recueillir des points de vue. Mais si c'est une réunion pour prendre des décisions, on va la penser différemment, on va l'organiser différemment. Si c'est une réunion de concertation, on va encore la penser différemment. Donc, la question de la finalité, du pourquoi je fais cette réunion, elle nous semble vraiment le préalable. Voilà. Le deuxième point, c'est ce qu'on a appelé le processus. Le processus, c'est le comment, c'est le chemin qu'on va prendre. Donc, en gros, c'est de se dire comment va se dérouler ma réunion, les fondamentaux, quand, avec qui, où, parce que le lieu peut avoir son importance. Si vous êtes nombreux, si vous faites de la concertation, il faut un lieu particulier. Voilà. La durée de la réunion, parce qu'on va voir après l'importance de la gestion du temps quand on parle de performance. Et puis, des choses assez basiques, mais du matériel. Vous avez besoin d'un paper, un vidéoprojecteur, le son, vérifier les problématiques de sono, etc. Voilà, donc ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, qui est relativement simple aussi, mais on ne va pas toujours non plus l'explorer totalement, c'est l'objet de la réunion. L'objet de la réunion, ça va être du coup de quoi je vais traiter. Ça englobe la question de l'ordre du jour et du qui fait quoi. Ça, on en parlera aussi un peu plus tout à l'heure, du rôle de chacun.
Pour qu'une réunion ou un temps collectif soit performant, il est important de vérifier ce que chacun va avoir comme rôle dans cette réunion. Par exemple, le leader, celui qui va conduire la réunion, il a tendance souvent à prendre plusieurs rôles. Voilà. Il va tout faire. Souvent, il délègue la prise de notes, mais il fait tout le reste. Il regarde le temps, il s'occupe de vérifier que les décisions sont bien prises, il vérifie que l'ordre du jour soit bien tenu, etc. Il est totalement possible de demander à d'autres participants de prendre un rôle, un des rôles, et ça va fortement améliorer en fait la réunion. Voilà. Bien. Je viens de passer, ouais. Christophe, comme je ne te vois pas, je te laisse réagir. Pas de problème. Pas de problème. En tous les cas, c'est un petit peu le b à bas, ami des réunions. On va passer sur quelque chose d'un peu plus approfondi. Mais il y a une question que Candice nous a soumise et qui est sympathique à se poser avant d'aller en réunion, c'est à la fin de ma réunion, je serai satisfait si il arrive telle chose. Et souvent, quand on répond à cette question, la réunion se passe beaucoup mieux. On va passer à la diapo suivante. Voilà, donc ça reprend un peu ce qu'on vient de dire, mais on propose une checklist de la réunion, voilà, que vous pouvez vous faire à chaque fois, avec le qui, quoi, où, comment, pourquoi et quand. Donc ça rejoint ce qu'on vient de se dire, et puis tout simplement de répondre en face. Voilà, et puis on a rajouté donc un autre élément qui est de soigner la communication auprès des participants. Les participants, si vous voulez les mettre dans une posture d'adhérer, si vous voulez les embarquer, si vous voulez les motiver, surtout qu'il y ait de l'adhésion volontaire, les personnes autour de la table, ils ont besoin de savoir pourquoi ils viennent, qu'est-ce qu'ils viennent y faire, qu'est-ce qu'on attend d'eux, et comment ça va se passer, parce que souvent, ils ont un emploi du temps ultra booké, donc ils ont besoin de savoir à quelle heure ça commence, à quelle heure ça finit, etc. Ça, c'est vraiment important, cet enjeu, pour mobiliser les participants au bon endroit, et aller toucher en fait leur motivation à être à cette réunion et à contribuer. Voilà. Et puis, le troisième point, c'est la question du temps. La question du temps, on va en parler après avec le cadre, mais c'est vraiment un gage de respect. Et quand les participants, quand les personnes se sentent respectées au sein de la réunion, on va avoir une qualité relationnelle totalement différente. Et surtout, les participants vont s'autoriser à prendre la parole. Vous savez très bien que souvent, dans des réunions, ce sont toujours les mêmes qui parlent. Et là, on va en parler après, mais il y a des techniques pour animer, pour faciliter des réunions qui vont favoriser en fait la responsabilité. Les gens vont parler en leur nom et vont s'autoriser vont se sentir en fait en confiance pour prendre la parole. Voilà. Voilà, alors dans le même sens, il nous a paru intéressant de pointer deux enjeux, deux axes, on va dire, à essayer de regarder de plus près, qui pourraient vous aider. C'est la question du cadre, de travailler le cadre. Donc, le cadre, c'est vrai qu'on a toujours tendance à voir ça comme quelque chose d'un peu limitant, qui enlève de la créativité, voire, voilà, enfin, chacun a des représentations différentes sur la notion du cadre. Ce qu'on a voulu mettre en avant là, c'est que le cadre, il est protecteur, dans le sens où il va poser les limites, il va poser les règles du jeu, et non pas de manière implicite, ce qui est très souvent le cas, mais de manière explicite. Et vous allez voir comment vous allez gagner en qualité. Voilà. Alors là, la suggestion qu'on fait, c'est qu'il faut en faire un temps de travail à part entière. Travailler le cadre, ça peut être par exemple, l'exemple qu'on a donné, c'est travailler les règles de fonctionnement du collectif. Ça va aller interpeller des valeurs, des principes de fonctionnement, et ça nécessite un engagement, donc une contribution de la part des personnes. Alors, c'est vrai que c'est plus facile de le faire pour des collectifs qui vont travailler plusieurs fois ensemble ou longtemps ensemble autour d'un même sujet, mais ça s'applique dans une mairie, par exemple, pour une équipe. Et là, ça vaut vraiment le coup de faire une séance de travail à part entière pour rendre explicites ces règles. Voilà. Donc, ça va permettre, en fait, ça va poser des limites, des règles du jeu. Et quand ça existe et que c'est connu, et voilà, ça permet aussi à chacun de savoir ce qu'il est autorisé à faire et à ne pas faire.
Et ça permet notamment aux leaders de l'équipe, aux managers de l'équipe, de faire du recadrage si jamais il y a du hors-cadre. Ce qui est toujours plus difficile à faire quand on n'a pas rendu explicite mais ça veut dire qu'il faut mieux perdre 1 heure et demie de temps à poser le cadre avec son équipe pour faire de bonnes réunions ensuite, plutôt que de foncer en réunion tête baissée sans avoir préparé le cadre ensemble. C'est ça que tu veux dire? Oui, voilà. On va donner des exemples de règles après, de fonctionnement. Tout à fait. Voilà, alors dans le même ordre d'idées, et c'est vrai qu'on ne s'y arrête pas forcément non plus en termes d'enjeux, c'est la relation. Prendre soin de la relation. On sait que dans un collectif, on est plusieurs, il y a des jeux de rôle, il y a des fonctions, il y a des casquettes, etc. Là, l'idée, c'est comment poser les bases de relations constructives pendant les réunions. Voilà. Et ça fait faire un saut qualitatif énorme aux réunions. Donc là, l'intérêt, c'est quoi? C'est que chacun prenne sa place. Et donc, du coup, se sentent écoutés, respectés, reconnus. Voilà. Et ça va favoriser l'adhésion, en fait, et le processus aussi de prise de décision. Donc, comment on fait ça? Enfin, là, on a donné quelques petites pistes, mais ça se travaille. Mais ça peut être quand on pose le cadre et quand on pose les règles de fonctionnement, on peut valider ensemble qu'on pose des principes comme, par exemple, ne pas couper la parole. Et être dans le non-jugement. Ça peut être des choses sur la question du numérique, donc mettre sur silence son téléphone. Enfin, en tout cas, ça vient comment dire, interroger et ça permet à chacun de donner partager sur comment je suis présent, enfin, comment je prends ma place et je suis présent dans une réunion. Voilà, donc ça passe par fixer des règles de fonctionnement et puis ça passe aussi par des processus pour faciliter la collaboration, la coopération pendant ces temps collectifs. Là, j'en ai cité 3, mais voilà, ça s'expérimente complètement dans les réunions. Il y a l'inclusion. On verra après voilà, pourquoi on propose ça d'un point de vue plus théorique. L'inclusion, c'est vraiment que chacun prenne. En fait, on arrive en général d'une réunion, on avait déjà une réunion avant, ou on a eu une autre activité avant. Donc, comment on fait pour que tout le monde soit prêt à travailler? Donc, pour être prêt à travailler, il y a ce qu'on appelle l'inclusion. Ça peut être un petit temps, dire voilà, comment vous arrivez, quelle est votre météo. C'est un temps qui permet à la personne de se reconnecter à soi-même. Ça permet à celui qui anime la réunion de vérifier comment est le groupe, dans quel état il est, comment il arrive, et donc du coup d'adapter aussi un peu les choses. Et ça permet à chacun d'être en alliance, d'entrer en lien avec l'autre. Et donc ça favorise la qualité de la relation. Ça, c'est un premier point. Le deuxième, ça peut être d'utiliser ce qu'on appelle la restitution, c'est-à-dire que le leader de la réunion demande à tout le monde, est-ce que vous avez, avant de travailler, est-ce que vous êtes prêt à travailler, est-ce que vous avez une information à donner au groupe? Voilà. Ça peut aider. Ça peut aussi de prendre le temps de revenir sur ce qui a été vu la fois précédente, quand c'est des réunions qui s'enchaînent, où il y a des décisions à prendre. Voilà, qu'est-ce que vous avez retenu de la réunion précédente? Ça fait le lien, ça met les gens dans une dynamique de travail efficace. Et puis, il y a un troisième outil qui s'appelle la réflexion individuelle préalable, qu'on utilise beaucoup dans des temps de facilitation. En fait, c'est de proposer à chacun de réfléchir individuellement 3 minutes, par exemple, sur le sujet ou sur la question, éventuellement de l'écrire pour soi avant de lancer la discussion, avant de lancer la prise de parole. Ça permet à chacun en fait de se connecter, d'être concis en fait, de travailler sur qu'est-ce que j'ai envie, je pense de ce sujet et qu'est-ce que j'ai envie d'en dire et de prendre la responsabilité de dire ou de ne pas dire certaines choses. Voilà. Oui. Donc, pour qu'une réunion soit bien réussie, on considère qu'il faut que la relation des participants soit très bonne, mais il faut que le cadre soit préparé. On ne peut pas rentrer en réunion comme ça sans avoir discuté ensemble de comment on va discuter ensemble, justement. C'est un peu ça sur quoi Candice insiste. Et pourquoi elle insiste tant là-dessus? C'est l'objet des 2 dernières diapos. C'est parce qu'il y a des recherches en la matière qui ont montré qu'est-ce qu'une réunion performante et une équipe performante. Et je trouve que ce que Candice va ajouter est très intéressant. C'est un moyen d'éviter trop de réunions, tue la réunion en réalité.
Voilà, donc c'est vrai qu'avec Christophe, on s'est dit que c'était intéressant quand même de prendre un peu de la hauteur et de vous expliquer pourquoi on propose tout ça. Parce qu'il y a il y a un socle théorique. Et effectivement, on a pris le parti de vous parler d'un psychologue et d'un statisticien américain qui s'appelle Will Schutz, qui a travaillé sur la question de l'équipe performante. Et alors, il a fait quelque chose de vraiment intéressant. Il a travaillé avec la NASA, en fait, parce que la NASA, ils étaient très, très forts pour recruter des gens très compétents dans des domaines d'expertise incroyables. Mais pour autant, ça ne fonctionnait pas bien. Et donc, on lui a demandé de travailler en fait d'aller regarder en fait ce qui se passait et comment cette équipe pouvait être performante au-delà de la question de la compétence. Voilà. Donc lui, il a son apport principal du coup, c'est qu'il a conceptualisé en fait ces processus sur une équipe. Et donc, il a regardé comment les équipes étaient performantes. Et ce qu'il en a retenu, enfin ce qu'il a vu, c'est que les équipes qui étaient performantes, finalement, c'est celles qui sont capables de traverser des crises et de se transformer. Et il a identifié que tout ce qui était ce qu'on vient de voir, mais autour de la qualité des relations, justement, et de la motivation individuelle à contribuer, ça passait par trois éléments qu'il a appelés l'importance, la compétence et l'amabilité. Et ces trois notions qui parlent aussi d'estime de soi, parce qu'il a, voilà, il a vu que la performance, ça passait avant tout par un travail sur soi et par l'estime de soi. Et donc, du coup, il a développé trois processus au sein des équipes, dont un dont je viens de vous parler, mais très rapidement, qui est l'inclusion, le contrôle et l'ouverture. Et donc, l'idée, c'est que chaque personne, pour contribuer dans un collectif, il a besoin de se sentir important, voilà, donc d'être reconnu, de se sentir compétent et légitime, et d'être apprécié, de se sentir aimable, entre guillemets. Voilà. Et c'est pour ça qu'après, il propose des techniques. Voilà. Alors, on a voulu noter cette petite phrase parce que je la trouve intéressante de Will Schutz. Il a dit « J'ai d'abord cru qu'une équipe performante était celle qui avait un bon chef, puis j'ai cru qu'une équipe performante était celle qui avait des buts clairs, puis j'ai cru qu'une équipe performante était celle qui avait peu de conflits, puis j'ai cru qu'une équipe performante était celle dont les membres n'étaient pas trop différents. J'en arrive aujourd'hui à la conclusion que pour qu'une équipe soit performante, il faut que ses membres osent se dire leurs peurs et leurs besoins et renoncent à avoir raison a priori. » Voilà. Je vous laisse méditer sur la phrase. Voilà, et puis pour finir… Oui, vas-y Christophe. Pardon, Candice. Ce qui est intéressant, c'est que la transparence, la préparation est importante et que les gens puissent s'exprimer les choses de la manière dont ils le souhaitent. Et il faut dire les choses. C'est ce qui fait que les réunions, finalement, fonctionnent bien et qu'on devient un peu plus compétent. Oui, tout à fait. En tout cas, ça pose les conditions. En fait, un chef autoritaire qui va dérouler sa réunion en donnant de l'information où tout le monde se tait, ce n'est pas un critère de performance. Okay. Alors, on termine cette diapo, je pense, c'est la dernière. On finit, c'est la dernière. Donc, on a eu envie aussi de vous parler de leadership parce que le leadership, si on devait donner un peu une définition, il y en a plusieurs, mais en gros, c'est quand même la capacité personnelle qu'un leader peut avoir à entraîner les autres avec soi dans un projet. Alors, attendez, parce que c'est tout flou mon truc. Je vais juste me mettre sur ma dernière diapo. Désolée. Hop. Voilà. Excusez-moi. Voilà. Oui, donc ce qu'on a voulu montrer, en fait, c'est que oui, l'enjeu pour la personne en fait qui va être le leader de la réunion, il peut avoir des leviers en fait sur lesquels agir, qui sont en lien avec ce qu'on vient de dire, qui vont permettre d'entrer dans une dynamique de performance. Et ces leviers, ils visent quoi en fait Ils visent à développer la confiance. Donc, ça rejoint ce qu'on a dit avant, et c'est le principe de ce qu'il appelait la vérité, le choix et la lucidité. La vérité, ça rejoint ce qu'on vient de se dire, mais c'est de savoir créer un climat relationnel qui va être sans danger pour aborder des difficultés. Donc, on va
travailler sur la question de l'ouverture, de l'honnêteté, de l'authenticité. Voilà, donc savoir dire, savoir écouter. C'est un point important qu'un leader, c'est une compétence qu'un leader peut développer parce que tout ça, ça s'apprend. Hein. On ne naît pas avec du leadership. Hein. La bonne nouvelle quand même, hein, c'est que tout ça s'apprend, bien sûr, ça s'expérimente, ça s'apprend. Le deuxième point, c'est le choix. Le choix, c'est que de mettre les personnes en situation d'être responsables, d'assumer les conséquences de ces choix. Et ça réduit les comportements défensifs dans les réunions qui sont improductifs. Voilà, donc on obtient de meilleurs résultats. Et puis la question de la lucidité, c'est cette conscience en fait de comment on fonctionne. Que oui, on a des peurs, oui, on a des croyances limitantes, oui, etc. Oui, on n'est pas parfait, mais voilà, si on fait avec ça, on donne à voir aussi aux autres comment on est, et ça développe la confiance et ça crée un climat de confiance. Voilà. Donc, la dernière diapo, ça rejoint en fait ça, c'est la question du leader en fait, hein, qui est qu'on appelle dans ce cas-là responsable porteur de son. Qu'est-ce qu'il va faire en fait? En gros, il va montrer les étoiles. Et dans une réunion, c'est une image, hein, mais dans une réunion, voilà, son principal rôle quand même, ça va être de montrer le sens en fait, la cohérence, le sens où il veut aller, et de mettre une dynamique pour qu'il favorise du coup les manières de fonctionner ensemble, le développement des compétences, l'autonomie, et tout ça va favoriser une culture commune et va aider ensuite à avoir des temps collectifs beaucoup plus performants les fois d'après. Voilà. Candice Bretel, merci beaucoup Merci. pour cette présentation sur l'organisation des réunions. C'est important d'être, si je peux me permettre, d'être rigoureux. Merci à toi, Christophe, d'avoir fait le lien. On s'excuse des problèmes techniques qu'on a pu avoir dès le départ, mais bon, ça fait partie du direct, des aléas du direct. Merci beaucoup à vous deux. Restez avec nous, nous allons attaquer la prochaine table ronde sur la question du collectif, là encore, sur la question notamment des anciens et des nouveaux élus dans la même équipe municipale. Christophe Marcoux va rester avec nous. Et Candice également, si elle peut intervenir sur ce sujet, qui est très intéressant, parce que ça fait déjà 1 an que les équipes sont en place et les premiers couacs ont lieu justement en ce moment. Merci beaucoup.